moi, ça me dérangeait pas, parfois quand j'étais jeune, à 12 ans, 13 ans, et en plein hiver et à 18 heures après les cours, d'aller sur un terrain dehors et de jouer pendant 2 heures. Tu as côtoyé et tu en côtoies encore des joueurs américains. Qu'est-ce qu'ils pensent, Mhm. eux, de la mentalité française? Parce qu'au final, la vie d'un footballeur professionnel ou d'un basketteur professionnel, faut pas croire que c'est que les paillettes et les buts et les victoires ou les Ouais, paniers à 3 points, ouais. les victoires au buzzer, etc. Bon, bonjour Edouard Choquet. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec moi pour parler de ta carrière, puisque pour te présenter rapidement, tu es basketteur professionnel depuis environ une dizaine d'années, puisque tu as commencé, si je dis pas de bêtises, en 2004, si je me suis bien renseigné, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'ai Oh, commencé 2004, c'était à la fin de mon cursus junior cadet. ok. Euh, j'ai commencé à jouer un tout petit peu en National 1, mais vraiment un tout petit peu. Donc ouais, on peut considérer que je suis pro depuis. Du coup, ça va faire 14-15 ans, quoi. Bon, écoute, déjà, pour commencer, comment vas-tu? Et est-ce que tu peux me dire comment tu vis, toi, le confinement, le couvre-feu, tout ce qu'il y a depuis plus d'un an, Mhm. aussi bien sur le plan humain, tu vois, que sur le plan de basketteur? Bah, écoute, ouais, ça fait 1 an et demi qu'on vit dans une situation un peu complexe. Il faut s'adapter. On n'est pas les plus à plaindre, je pense, nous, parce que ben, mine de rien, le sport pro, même si ça n'a pas toujours été facile, on a quand même eu des avantages, on va dire, puisque on a pu peut-être se déplacer plus librement, on a pu s'entraîner à des heures un peu plus tardives que les personnes lambda, on va dire. Donc voilà, globalement, c'est complexe, mais c'est complexe pour tout le monde et je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre dans ce contexte-là. Donc voilà, on aimerait jouer avec du public, on aimerait pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, mais bon, à un moment donné, j'espère qu'on va pouvoir sortir rapidement de tout ça et dire que c'est qu'on passe à autre chose parce que mine de rien, ça fait 1 an et demi. Tu me parles du métier de basketteur, c'est vrai que bon, c'est quand même un super métier. À quel moment, déjà, tu commences ton aventure avec le basket? Donc, je parle vraiment au niveau amateur, etc. Comment, est-ce que tu te rappelles de tes premiers moments de basket? Comment tu t'y mets finalement? Ouais, bah écoute, moi je suis Limougeot d'origine, donc autant te dire que quand tu nais à Limoges, tu tombes dans le CS. Il y a de fortes chances que tu tombes dans le CSP. Ah, Et pour c'est moi, sûr. c'était le cas puisque mon papa était dirigeant dans le club, il s'occupait des jeunes. Mon frère y a joué aussi, donc autant te dire que à partir de mes 5-6 ans, j'étais tous les soirs, enfin tous les soirs de match, j'étais à Beaublanc. Et je pense que vivant aujourd'hui pas loin de Marseille, je me dis que c'est un peu comme les jeunes qui tombent dans le football à Marseille quand ils vont au Vélodrome au début. Ben, en fait, tu tombes dedans. Moi, j'allais à Beaublanc tous les matchs. J'ai vu des matchs incroyables à l'époque dans les années 90-2000. Bah, tu tombes là-dedans, tu vois ça, tu as envie de faire pareil. Et donc, au final, ben, ça a créé une vocation chez moi. Et j'ai commencé assez jeune, peut-être à 6-7 ans, avec une licence vraiment au club du CSP. Et de là, ben, voilà, j'ai 33 ans aujourd'hui, ça s'est plus jamais arrêté. Donc, ça a été vraiment la vocation de naître à Limoges sur une terre de basket et de suivre le CSP. En fait, j'étais le petit gamin qui voulait faire pareil que les gars qui étaient à Beaublanc sur le parquet, quoi. Et là, tu me parles de ta passion basket. C'est vrai que j'imagine dans un lieu comme ça, on est vite attiré par le basket du fait de la région, etc. Et le côté basketteur professionnel, comment il commence? À quel moment tu te dis, tiens, pourquoi pas envisager? Est-ce que justement, c'est quand tu as 7 ans déjà où tu te dis, mais c'est ça que je veux faire? Ou est-ce que c'est beaucoup plus tard quand tu vois que tes performances, elles sont là? Mhm. Bah, honnêtement, et c'est vraiment pas pour être prétentieux parce que c'est pas le but, mais dès le début, en fait, je pense que j'ai eu envie de me dire que ce serait mon métier, quoi. Alors, je pense que la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'avais conscience des sacrifices que ça pouvait impliquer, de l'importance de travailler aussi, de faire plus que les autres, parce que mine de rien, quand tu arrives à un certain âge, ok, t'es bon, ok, en Benjamin minime, tu peux être bon, mais là, c'est loin d'être suffisant. Et je pense que j'ai toujours eu au fond de moi, en fait, cette envie d'être pro, mais avec tout ce qui allait avec. C'est-à-dire que pour moi, ça me dérangeait pas, parfois quand j'étais jeune, à 12 ans, 13 ans, et en plein hiver, et à 18 heures après les cours, d'aller sur un terrain dehors et de jouer pendant 2 heures, parce que je me disais, ouais, si je m'entraîne pas ce soir, tu vois, je serai jamais pro. Et ça me coûtait pas, tu vois. Donc en fait, je pense que j'ai eu cette chance d'assez tôt de me dire que j'avais envie que ce soit mon métier, sans me dire que j'allais être un joueur de NBA ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je m'étais dit que c'était possible et que, a priori, en travaillant, pourquoi pas, tu vois. Et au final, bon, tu réussis à être basketteur professionnel, tu as fait bon, plusieurs clubs en France, notamment en Pro B pendant plusieurs années, jusqu'à un moment donné, donc arriver à Lasvel sur une année particulière où tu arrives en Pro A et en plus où tu es champion de France. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu, un reportage sur Big Free Volley, je sais plus le nom du reportage, Ah, mais, j'ai pas vu, non. mais en tout cas, à un moment, il y a une phrase un peu phare dans le reportage où l'un des deux, en fait, dit réaliser son rêve, c'est le tuer. Et toi, justement, tu arrives, tu es basketteur professionnel et finalement, tu arrives à aller en pro A, là, très rapidement après, tu es champion de France. Est-ce que tu n'as pas tué un rêve à ce moment-là? Et comment on fait pour repartir la saison suivante aussi?
Bah, honnêtement, ouais, c'est vrai que signer à Lasvel, c'était incroyable parce que bah, moi, je sortais de plusieurs saisons en Pro B. J'avais eu un vrai coup d'arrêt vers mes 23-24 ans où je m'étais blessé gravement au genou. Et c'était surtout à une période où je pense que j'aurais déjà pu aller jouer en pro à l'époque. Et finalement, bah, ça m'a cassé parce que j'ai perdu une saison, puis derrière une saison de rééducation. Enfin, c'est compliqué, tu vois, de revenir vraiment à ton meilleur niveau quand tu te blesses gravement. Et bon, déjà je te cache pas que pour un jeune Limougeau de signer à Lasvel, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a toujours eu cette rivalité aussi. Et Mmh. là, tu te retrouves à, bah ouais, tu arrives à Lasvel, à l'Astrobal, dans un club hyper pro. Ton président, c'est Tony Parker. Tu joues avec David Andersen, Charles Cahudi, Mmh. David Lighty. Voilà, tu passes vraiment dans une autre dimension. Après, comme tu dis, en fait, ça a été presque quand j'y pense après coup, je regrette presque de ne pas en avoir plus profité parce que c'est passé tellement vite. Tu joues Mmh. 8 mois. En plus, on a fait une Coupe d'Europe, donc tu enchaînes les matchs. Et en fait, t'as pas le temps vraiment de prendre du recul sur la situation et de vraiment kiffer en fait le moment. Et tu te retrouves champion. Alors, c'est incroyable. En plus, sur un final incroyable où tu es mené 2-0, finalement tu gagnes 3-2. En plus, il y a une histoire incroyable à raconter. Donc, c'est vrai que c'était fou. Après, tuer un rêve, je dirais pas ça. Disons que j'avais accompli un rêve. Maintenant, j'avais aussi des ambitions individuelles à ce moment-là qui ont fait pardon que bah, je me suis dit bah voilà, t'as atteint quelque chose, mais c'est le début de ta carrière, t'as plein de choses d'autres à découvrir. Donc l'idée c'était je pense c'est un peu le commun de tous les sportifs de haut niveau, tu vois, parce que si dès que tu gagnes quelque chose ou que t'atteins un but, bah tu te dis ok c'est bon et tu passes à autre chose, bah ça sert à rien de faire ce métier, tu vois. Ouais. Donc là c'était un peu dire ok comment je vais pouvoir être encore plus peut-être impactant en Pro A ou en Jeep Elite, peut-être comment je vais pouvoir m'investir dans un autre projet. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Donc, c'est ce qui a fait aussi la suite de ma carrière après en signant à Reims et en retournant à Fos quelques années plus tard. Et tout à l'heure, tu me parlais de quand tu étais jeune, que ça te gênait pas d'être en hiver, d'aller faire du basket à n'importe quelle météo, etc. Moi, j'avais aussi envie de te poser une question, c'est sur ta préparation. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as, tu vois, une préparation où c'est toujours la même chose? Est-ce que tu as des trucs que tu fais à chaque fois? Et aussi, est-ce que tu as la même préparation? Est-ce que les Édouard Choquet de 20 ans avaient la même préparation qu'à 33 ans? Je dirais que non, évidemment que non, ça évolue. Après, c'est sûr que moi, je pense que, et on est tous un peu comme ça, mais je suis assez procédurier et routinier dans ma façon de travailler. Mmh. Donc j'essaye grosso modo d'arriver toujours 30-40 minutes avant un entraînement. À une époque, c'était plus pour faire du shoot ou des 1 contre 1, des choses comme ça quand on était plus jeune. Aujourd'hui, c'est plus dans un truc de se dire comment je vais arriver à bien m'échauffer, à faire en sorte que mes genoux ça aille, que mon Mmh. physique puisse être prêt pour démarrer l'entraînement. Jour de match, c'est un peu la même routine. Pareil, j'arrive très tôt souvent à la salle, je shoot un peu, j'essaie de me préparer physiquement, de la mobilité articulaire, un peu de proprio, s'échauffer comme ça. En fait, ça a évolué dans le sens où à un moment donné de ma carrière, entre 20 et 25 ans, bah, j'étais un jeune fou et j'avais presque pas besoin de m'échauffer. Enfin, je pouvais directement rentrer sur le terrain, faire des 1 contre 1. Et quand tu vieillis, au bout d'un moment, c'est un peu rouillé. Donc, il faut être prêt Ouais, à faire ça un peu plus pique. de sacrifices, ouais, pour t'échauffer un peu plus. Et surtout quand tu as eu quelques blessures comme moi, il faut savoir un peu mieux connaître son corps et bien le préparer pour être sûr de pas se reblesser ou en tout cas pas limiter les risques. Et toi, tu vois, t'as connu pas mal de basketteurs talentueux autour de toi. Et tu sais, quand on regarde des reportages de Français qui sont partis soit en NBA, soit des ligues inférieures, mais aux États-Unis, directement, la question du journaliste, c'est qu'est-ce que tu penses de la mentalité américaine, alors comment ça se passe, etc. Moi, j'aimerais poser la question inverse, c'est-à-dire que toi, tu as côtoyé et tu en côtoies encore des joueurs américains. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la mentalité française? Ouais, ça, c'est une bonne question, tu vois. Je pense que globalement, le joueur américain qui vient en France est ouais, plutôt, comment dire, satisfait et content de la façon dont ça fonctionne, parce que je pense qu'on est dans un pays aussi où je pense qu'on fait des efforts pour bien les accueillir, ça c'est une chose. Après, en termes de mentalité pure, je pense qu'ils ont conscience du fait que eux sont peut-être nés plus dans ce côté un peu ouais challenge, je vais m'en sortir, etc. Ou en tout cas je vais pouvoir tout défoncer, etc. Et peut-être que souvent j'ai connu des joueurs qui pouvaient dire ça à d'autres joueurs français sous forme de conseils, tu vois, en disant mais attends mais en fait t'es super fort, pourquoi tu prends pas plus tes responsabilités, pourquoi t'oses pas plus prendre de tirs, etc. Ouais. Et je pense que il y a certains joueurs comme ça qui ont un peu de recul, qui arrivent à essayer de faire en sorte d'essayer de modifier les mentalités, mais c'est sûr que pour moi, il y a un vrai clivage entre la mentalité française et la mentalité américaine. Je pense, ça tend à diminuer un peu parce que la communication fait qu'aujourd'hui, tu te rends mieux compte de ce qui se passe ailleurs et du coup, il y a moins de différences de culture. Mais globalement, il y a quand même toujours cette différence qui fait que le français est peut-être un petit peu trop gentil, tu vois, ou un petit peu trop réservé et que finalement, on pourrait assumer des choses qu'on sait faire parce qu'au final, je suis pas sûr qu'on soit vraiment moins bon ou moins talentueux, mais c'est juste qu'il faut qu'on soit capable de prendre plus de responsabilités.
Tu me parles de prendre des responsabilités et justement, il y a un terme aux États-Unis qu'on utilise souvent pour parler de ça, c'est le terme de joueur clutch. Moi, j'ai Hein. envie de te poser une question. T'as l'une de tes spécificités, entre guillemets, c'est le tir à 3 points. Et en fait, je trouve que la particularité du basket, c'est que finalement, il y a des défenseurs, mais il n'y a pas de gardien. Du coup, quand toi, tu tires à 3 points, tu es à 7 mètres, tu as un rayon de 45 centimètres, un truc comme ça. Et en fait, en soi, il n'y a pas de gardien, c'est-à-dire qu'il faut être précis, il faut la mettre exactement dedans. Quelle place tu vois dans le psychologique sur un tir finalement? Quelle est la place de la dimension psychologique quand tu vas tirer à 3 points, quoi? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est sûr qu'il va le rentrer a plus de chances de le rentrer que quelqu'un qui doute? Oui, clairement. Pour moi, là, c'est même la dimension majeure sur des joueurs adroits et des joueurs moins adroits. Je pense qu'arriver à un certain niveau, mis à part certains profils qui ont vraiment des lacunes dans leur mécanique de shoot, arriver à un moment donné, je pense qu'on a tous atteint un niveau où bah, si tu nous mets seul à l'entraînement, on va pouvoir faire 8, 9 sur 10. Et la vraie différence qui va se faire en match, ça va être justement cette capacité à être assez confiant de ta réussite, etc. Donc sur le tir, pour moi, c'est une évidence. Comme tu dis, il n'y a pas à moins d'avoir une grosse pression sur toi, sur un shoot ouvert, des choses comme ça, il y a aucune raison de ne pas marquer. C'est un peu pareil que sur les lancers francs, tu vois. Et la dimension psychologique, elle est énorme. Et d'une saison à l'autre, d'ailleurs, tu vois des gros shooters qui vont des mauvaises saisons en adresse. Et puis la saison d'après, pour X raisons, ils sont à 45%, tu vois. Et au final, je pense que la dimension psychologique, de prise de recul aussi, des choses comme ça, de confiance en soi, évidemment, est primordiale dans le shoot, c'est une évidence. Je fais une petite parenthèse parce que quand même, je sais pas, la conversation, elle est incroyable parce que je te vois dans un train. C'est moi ou t'es sous un tunnel là? Ouais, ouais, je passe dans un tunnel. Ouais, 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 c'est incroyable. je suis dans un train entre Avignon et Lille, tu vois. Donc, Ah je ouais, sais pas ok. exactement, mais je suis quelque part en France, quoi. Là, je me suis dit, le tunnel, ouais, je pensais qu'il tu vois, il n'y avait pas du tout de connexion, et puis je vois que ça Non, non, continue, je trouve ça ouais, incroyable. je suis en Wi-Fi, t'inquiète, il y a le Wi-Fi dans le train maintenant, donc Ouais, je vois ça, ouais, ils font des ouais, bons Wi-Fi, là, je pense ouais, qu'on c'est pas va être mal, tu vois. sponsorisé par la SNCF bientôt, je crois. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est beau, c'est beau. Euh, du coup, moi, tu parlais un peu de ta préparation d'après-carrière et tout ça, tu en as parlé très rapidement, parce que c'est aussi ta particularité, je trouve, c'est que tu es un basketteur engagé dans ce que tu fais, parce que, bon, aussi bien dans le basket, mais comme beaucoup, si on veut réussir, mais aussi sur la côté avec d'autres projets. Et déjà, l'un des projets que tu as créé, c'est une association. Déjà, est-ce que tu peux m'en parler et me dire qu'est-ce qui t'a motivé à la créer? Ouais, bah écoute, comme tu dis, je, je suis le premier à prôner le fait que le sportif peut être plus qu'un sportif. Alors, en restant à sa place, évidemment, je dis pas on doit endosser tous les malheurs de la terre et essayer de changer le monde tout le temps. Mais je pense on a tous un petit impact à avoir à notre échelle. Alors évidemment, des très grands joueurs peuvent faire des très grandes choses, mais rien n'empêche pour un joueur de Pro B ou de Pro A à son échelle de faire aussi des choses bien. Et à un moment donné de ma carrière, ben, quand j'ai créé mon association, donc qui s'appelle Grandir sous la même étoile, j'étais à un moment de ma carrière où j'avais envie de créer une structure en fait où je pouvais un peu faire des choses qui me plaisaient sans avoir trop de compte à rendre à personne. Et l'idée, c'est d'avoir une structure pas lucrative, donc le but, c'est pas d'en faire un business, mais plutôt d'avoir une structure un peu légale pour pouvoir démarcher éventuellement des entités type mairie, école. L'école a vraiment pour vocation d'avoir plusieurs types d'activités, mais en gros, ça se passe autour de l'éducation, du sport. Alors, il y a beaucoup de projets qui se font comme ça. Pour le coup, j'ai surtout axé autour du basket 3-3 parce que je pense que c'est une façon assez simple de faire comprendre le basket à des jeunes parce que les règles sont un peu moins complexes. Il faut moins de joueurs déjà. Voilà, c'est peut-être un peu plus simple que le basket à 5. Donc je pense que c'est une bonne approche pour faire découvrir le basket. Et après, évidemment, il y a une vocation éducative parce que c'est vraiment un truc qui me passionne, l'éducation au sens large. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir essayer d'apporter mes idées ou en tout cas ce que je peux savoir et ce que je peux aimer faire dans des écoles, des centres sociaux, des choses comme ça. Et donc, on a fait plein de projets éducatifs qui sont vraiment en dehors du sport et pour lesquels c'était vraiment incroyable. J'ai emmené une classe d'élèves de CM2 à Paris visiter une entreprise. On a fait des ateliers sur la créativité, la collaboration, des choses comme ça qui avaient rien à voir avec le sport. Et au final, c'était vraiment top, quoi. Ils ont fini par faire une chasse au trésor dans le jardin des Tuileries. Enfin, des gosses qui venaient de Marseille, tu vois, c'était la folie, quoi. Donc, c'est des choses comme ça qui me plaisent. Et le fait d'avoir une structure à moi, l'avantage, c'est que je peux travailler avec qui je veux quand je veux. Et c'est vraiment plaisant parce que c'est un projet, pour le coup, j'ai pas d'impératif budgétaire mis à part le fait d'avoir assez de sous pour faire mes trucs que j'ai envie de faire. Donc, voilà, c'est un vrai projet, philanthropique et je pense que c'est aussi un peu de notre devoir en tant que sportif parce que je pense on est aussi apprécié. On est écouté, les gens, c'est plus facile d'arriver dans une école ou une mairie et de te présenter en tant que basketteur de la ville ou basketteur local
pour te faire accepter qu'une personne lambda qui va monter son projet, ça sera toujours plus difficile. Donc autant en profiter tout de suite et essayer d'ouvrir les portes tant qu'elles peuvent s'ouvrir. Et du coup, ouais, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, c'est une association qui dépasse le cadre sportif parce qu'il y a vraiment un intérêt sur l'aspect éducatif pour les jeunes. Qu'est-ce que tu dirais spontanément, justement, à un jeune qui veut être basketteur ou rien à voir avec le basket, enfin, quelqu'un qui a un objectif, un jeune, quel conseil vraiment spontanément tu lui donnerais? Bah, c'est un peu cliché, donc je vais peut-être trouver un autre truc, mais le premier, c'est évidemment le travail. C'est comme je te dis, moi, quand j'étais gosse, mais le travail pas au sens je dois travailler et puis ça en devient coûteux. Vraiment aimer. Et en fait, ce serait presque plus d'aimer faire ce que tu fais en fait. Parce qu'au final, quand je te parlais de moi étant gosse à 12 ans, que j'allais jouer en plein hiver sur le terrain, mais en fait, c'était vraiment pas du tout une contrainte. C'est-à-dire, je kiffais vraiment ça pour le coup. Et si je dois te dire à un jeune aujourd'hui, oublie un peu Instagram, oublie un peu la NBA, oublie un peu toutes les paillettes comme ça, et juste, en fait, d'aimer un peu le processus, tu vois, le processus de progresser, de voir tes faiblesses, d'essayer de progresser sur des choses, d'essayer de réfléchir à comment tu peux atteindre cet objectif. Voilà, c'est des choses assez simples, mais au final, qui sont de plus en plus oubliées malheureusement, et qu'aujourd'hui, on croit que parce qu'on a 15 ans, qu'on a fait 30 points en cadet et qu'on a mis ça sur Instagram, ça y est, on est des professionnels. Hmm. C'est un peu dommageable parce qu'au final, il y a tout un processus qui est plaisant en fait de progresser, d'évoluer. Et donc, en fait, ce serait un peu ce concept-là et d'aimer travailler, mais aussi de comprendre que le processus, il est aussi intéressant que la finalité en fait, tu vois. Et tu t'es pas arrêté là, puisque tu as aussi créé un autre projet plus récemment qui s'appelle Quan Sport. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça ou si C'est c'est ça, un... c'est bien, tu le prononces bien, c'est parfait. Bon, bah, tu vois, je n'étais pas sûr. Bon, c'est parfait. Donc, en fait, grosso modo, bon, dis-moi si je me trompe, mais le but de Quan Sport, c'est d'accompagner, bon, on va se focaliser surtout sur l'aspect sportif, mais d'accompagner des sportifs aussi bien sur l'aspect performance que sur les en dehors, notamment la gestion de leur image. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire accompagner un sportif sur la gestion de son image finalement? Bah, ça revient exactement à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que pour moi, un sportif aujourd'hui, il peut être plus qu'un sportif, et c'est un peu dommage de limiter sa gestion d'image à mettre une photo de ton match. Ouais, super match, on a gagné. On est déçu, on a perdu. On a tous des passions, on a tous des ambitions, on a tous des projets. Ben, pour moi, justement, gérer son image. Alors, c'est difficile, hein, parce que on est dans une société où ce qui marche aujourd'hui, c'est des choses un peu pas simpliste, mais simple, on va dire, et qu'aujourd'hui, par exemple, on bosse avec Laetitia Guapo. Ben, elle va faire plus de likes que si elle met une jolie photo d'elle en ville, machin, que si elle met une photo d'un projet extra sportif. Alors, on essaie de faire un peu changer cette mentalité en montrant que justement, développer son image, c'est aussi mettre en valeur ses projets, parce que développer son image, tu te crées une audience à l'instant T qui est fan de toi, mais c'est aussi te créer une audience de gens qui sont susceptibles de t'aider, d'investir avec toi plus tard, de pouvoir t'accompagner dans des projets. Et ces gens-là, ils seront peut-être intéressés de voir que derrière l'athlète ou le sportif, il y a un peu plus que ça. Et donc ça, pour moi, c'est ça. Si tu dois accompagner quelqu'un sur la gestion d'image, c'est vraiment essayer d'aller plus loin que juste mettre en valeur tes performances et ce que tu fais sur le terrain. Il y a quelques semaines, voire mois, j'avais interviewé quelqu'un qui s'appelle Pascal Le Goff, qui a travaillé à l'Olympique Lyonnais, donc foot, sur l'accompagnement Ok. de jeunes, mais sur l'extra sportif justement, c'est-à-dire ça va être sur peut-être leur apprendre à 10, 15, même 20 ans, faire du théâtre, la prise de parole, le média training, tu vois, tous Mhm. ces termes-là. Mhm. Mais là, on parle de football, on parle de l'un des plus grands centres de formation d'Europe. C'est quoi la situation dans le basket sur l'accompagnement, justement sur la gestion d'image que tu fais toi aujourd'hui, mais aussi sur la communication de façon générale? Ben écoute, là je pense que si on doit citer le foot à un point A, je pense qu'on est largement Oui. à un point double moins A, tu vois. Mm. Récemment, j'ai lu des articles qui parlaient un peu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais justement, et je trouve que ce qu'ils peuvent proposer, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'a poussé vers ce projet-là, c'est que de Coin Sport, c'est que j'ai remarqué dans ma carrière pas mal de lacunes. Les clubs ont assez peu d'intérêt à accompagner les joueurs parce qu'il y a beaucoup de turnover déjà, parce que malheureusement les joueurs vont et viennent, et qu'aujourd'hui les clubs n'ont pas forcément envie d'investir en termes d'argent et de compétences sur des joueurs qui sont susceptibles de partir. Alors pourquoi pas. Après les agents, les agents sont plus focalisés sur la partie business. Donc aller chercher ton contrat et négocier
tes salaires, etc. Mais au final, il y a peu d'agences vraiment qui sont focalisées sur l'idée d'accompagner alors ça devrait être leur métier premier d'ailleurs, vraiment d'accompagner l'athlète. Et donc voilà, dans le basket, c'est compliqué aujourd'hui parce que pour moi, il y a quasiment aucun service à ce sujet. Et il s'avère qu'avec OneSport, aujourd'hui, c'est un projet qui est supposé être multisport. Et aujourd'hui, 90% des clients, en fait, c'est des gens du basket parce que je pense qu'ils ont bien cerné Alors, c'est mon réseau premier aussi, donc forcément, ça aide, je pense. Mais ils ont aussi, je pense qu'ils ont clairement cerné le fait qu'il y avait des manquements et que c'était quelque chose qui pouvait correspondre à des attentes qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites. Et quand on parle de gestion d'image, moi, le terme, je pense qu'on a tous envie de dire juste après, et tu as parlé d'Instagram tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Ma question, moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bon, je vais pas être trop extrême, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que presque les réseaux sociaux et le fait d'être basketteur, c'est devenu une obligation, en fait. J'ai l'impression que est-ce que, est-ce que limite maintenant, on n'est pas presque obligé en tant qu'athlète de communiquer parce que est-ce que c'est pas demandé par son club aussi? Quelle est la place des réseaux sociaux pour un basketteur professionnel en fait? En fait, je pense que au-delà du sport, c'est sociétal, tu vois. Enfin, aujourd'hui, Ouais. je crois que ouais, une plateforme comme Instagram, j'ai envie de te dire presque une personne lambda, si elle est pas dessus, elle est presque perçue comme un loser, tu vois. Alors c'est dommage, hein, parce qu'au final, il y a pour moi, il y a très très peu de contenu sur Instagram qui sont intéressants. Hein. En tout cas, Mm. je suis quelques gens parce que c'est des proches où je les connais, c'est des voilà, mais honnêtement, je vois très peu de contenu qui m'intéresse sur Instagram. Euh, Justement, c'est d'ailleurs une défaillance, c'est ce que j'essaie de transmettre, même si c'est difficile. Après, c'est sûr que aujourd'hui, si tu veux te mettre en valeur, forcément, il faut utiliser les réseaux sociaux parce que je le dis souvent, mais n'empêche, c'est un moyen assez pratique et c'est gratuit. Mm. Aujourd'hui, à une époque, si tu voulais te faire connaître, il fallait que tu aies un article dans la presse, que le journal local parle de toi, que l'équipe parle de toi. Aujourd'hui, tu peux faire parler de toi sur les réseaux sociaux facilement. Après, en bien ou en mal, évidemment. C'est aussi pour ça que j'essaie d'envoyer pas mal de mes athlètes sur d'autres plateformes comme LinkedIn, par exemple. Essayer de faire en sorte de développer un réseau professionnel aussi au-delà d'une audience Instagram où c'est intéressant, mais pour les marques notamment, mais c'est pas toujours super Ouais. pertinent. Voilà, il y a plein de réseaux sociaux qui peuvent être intéressants. Je pense que LinkedIn, ça en fait partie. Après, comme tu dis, hein, aujourd'hui, quand tu es sportif de haut niveau et que tu veux essayer de valoriser ton image, le moyen le plus facile, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, tout l'enjeu, c'est de bien les utiliser, ce qui est aujourd'hui très, très peu souvent le cas, à mon sens en tout cas. Mais en tout cas, c'est presque comme c'est pas imposé par les clubs, mais c'est presque un Ouais. passage obligatoire, je pense. Et à l'inverse, tu vois, là, je parlais de celui qui est presque pas sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, de plus en plus, bon, je parlais de football, mais c'est énormément le cas dans le foot, mais c'est le cas finalement dans tous les sports. Tous les comptes Instagram des joueurs, ils sont de plus en plus professionnalisés, entre guillemets. Des Ouais, fois, on a carrément des personnes qui gèrent leur compte ouais. avec des Mmh. super belles photos, parce qu'il y a des photographes qui sont jamais loin dans des matchs, etc. Et justement, dans cet accompagnement d'image, comment on fait? Parce que j'ai l'impression que justement, sur ce côté parfait, carré, etc., presque on bride la personne parce que tout est parfait. C'est très Ouais. vitrine. Comment on Ouais. fait justement pour arriver à garder un truc où on voit la personnalité des athlètes quand même sur leur réseau, quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et il y a de plus en plus de community managers à titre individuel, notamment dans des gros sports Mm. où il y a beaucoup d'argent, comme le football. Et d'ailleurs, je lisais un article là-dessus qui parlait de Ronaldo, je crois. C'était dans l'équipe récemment, je crois. Il disait que justement à une époque, Ronaldo, il avait quelqu'un qui s'occupait de ça, et que récemment justement, il avait arrêté d'utiliser une personne et qui postait plus ou moins lui-même, parce que justement, il voulait poster des photos plus authentiques et en tout cas plus personnelles que des très belles photos de lui en match, etc. Donc je pense que justement, si tu veux garder un peu cette authenticité et effacer un peu ce côté trop parfait, qui en plus qui est totalement faux, tu vois. Donc en fait, Mm. c'est presque pas tout sauf authentique presque, tu vois. Mm. Parce qu'au final, la vie d'un footballeur professionnel ou d'un basketteur professionnel, faut pas croire que c'est que les paillettes et les buts et les victoires ou les Ouais. paniers à 3 points, Ouais. les victoires au buzzer, etc. Ça Ouais, c'est c'est les peut-être trains aussi. 10% du truc, tu vois. Ouais, c'est les trains, c'est l'entraînement le lundi matin, Ouais. c'est les soins, c'est le matin que tu te lèves, tu peux pas bouger parce que tu as mal partout. Mm. Voilà. Et alors, c'est aussi des choses qu'on essaie de transmettre, c'est d'essayer dans la limite de ce que tu veux transmettre, parce que tu n'es pas obligé de vouloir montrer tes enfants, montrer toi sous toutes les coutures, mais tu peux arriver à partager des choses un peu plus personnelles que tout le temps des trucs un peu aseptisés, où au final, ouais, le compte Instagram à la fin, il a presque aucun intérêt, puisque au final, tu suis le joueur sur Wikipédia ou sur l'équipe, tu as autant d'infos et autant de belles photos, donc l'intérêt de suivre sur Instagram, il est quasiment nul, quoi. Et là, tu as un petit peu embrayé sur cette question, mais toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, avec une dizaine d'années dans le basket, qu'est-ce qui va te manquer le plus et qu'est-ce qui va le moins te manquer? Qu'est-ce qui va me manquer le plus?
c'est quand même un contexte plaisant. Je pense, que c'est plutôt les jours de match, tu vois, tout ce processus de se préparer à un match, d'aller à la salle, d'avoir cette petite adrénaline qui monte, ouais, tout ça, c'est quand même un truc qui manquera forcément et qui est très difficile, je pense, à retrouver ailleurs, même si tu as une autre activité professionnelle, puisque mine de rien, on a cette chance-là de pouvoir avoir ce petit shoot d'adrénaline tous les week-ends et en ce moment même plus deux fois par semaine. Ça va manquer. Après, ce qui va moins me manquer, c'est, comme je t'ai dit, c'est peut-être l'entraînement du lundi matin où tu as mal partout et que tu sais que tu rejoues que le vendredi ou le samedi et que tu dis, ouais, putain, qu'est-ce que je fais là presque, tu vois. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie du jeu et c'est aussi une part du sacrifice d'aller s'entraîner quand t'as pas forcément envie. Mais ouais, il y a quelques jours d'entraînement où des fois, t'as pas toujours envie d'être là, mine de rien. Et tu me dis que bah, c'est vrai que c'est une aventure particulière, une aventure de joueur de basket. C'est presque pas un métier, tant, en fait, j'ai parlé d'aventure là directement, tellement il y a une vie de groupe, il y a un truc qui est très particulier. Mm. Il y a des moments forts. Est-ce que tu aurais une anecdote justement à nous partager que tu as pu vivre dans ta carrière, quoi? Une anecdote, victoire, défaite, Une et anecdote, insolite. point final, comme tu Une veux. anecdote, point final. En plus, le problème, c'est que j'en ai pas mal. Une anecdote sur ma carrière qui serait plutôt pas mal, parce que je voudrais sortir un truc quand même plutôt très sympa. Euh, je dirais que mon anecdote, elle est personnelle, tu vois. Et je sais pas si tout le monde le sait, mais certains me posent la question. Mais du coup, ça va être mon anecdote du jour. Moi, je suis né avec un handicap qui s'appelle un pied-bot varus-séquin. En fait, je suis né dans le ventre de ma mère, mon pied était mal placé, je sais pas quoi, et du coup, en fait, mon tendon d'Achille était trop court, et du coup, je suis né avec cette maladie, enfin cette malformation, pardon, et du coup, j'ai dû me faire opérer tout petit, etc. Et du coup, bon, bah, à l'époque, moi, ils avaient dit à mes parents, si tu veux, votre fils, il pourra jamais faire de sport, quoi, il pourra jamais courir. Donc c'est une anecdote que je trouve sympa parce que du coup, sans parler d'avoir fait une carrière incroyable en NBA, etc., j'ai quand même plutôt bien vadrouillé et fait une plutôt belle carrière. Je me dis que ça peut être un message porteur d'espoir de se dire que quand tu nais avec un pied beau, que tu fais de la kiné pendant les 3 premières années de ta vie, que tu te fais opérer à 6 mois et qu'on dit à tes parents que tu pourras jamais courir ou jamais faire du sport et que tu commences le basket à 6-7 ans et qu'au final, bah, tu t'arrêtes jamais et t'as jamais vraiment ressenti en plus ce côté handicap parce que ça reste un handicap. Bah, je me dis que c'est plutôt un truc, une vraie réussite. Donc, ça permettra de transmettre aussi un message d'espoir aux gens qui écouteront, de se dire que bah, y a pas de, ça m'aide aussi à voir qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait et que ce petit handicap, donc ça reste une anecdote importante pour moi. Bah, ça a presque fait une force, tu vois. Ouais, on pourrait dire du coup que quelqu'un qui a un pied beau peut être meilleur marqueur à 3 points quasiment de la Pro B et depuis Voilà. plusieurs années, quoi. Surtout que je crois qu'il y a pas de. J'avais cherché à une époque. Je crois qu'il y avait un gardien de but de foot qui avait eu ce truc-là, mais j'ai pas vu d'autres sportifs de haut niveau où j'ai pu remarquer cette pathologie, ou en tout cas qu'il y en avait parlé dans la presse, où j'ai pu retrouver des articles. J'en ai pas trouvé, donc je trouve que c'est sympa à partager, tu vois. Ça fait une Non, mais anecdote c'est clair, sympa. c'est clair. Bon, je te le disais, l'objectif de All About Sport, c'est vraiment de valoriser tous les acteurs du sport, qu'ils soient médiatisés ou non. Toi, si tu devais Hein. dire merci à une personne dans ce milieu qui t'a aidé, qui a cru en Ouais, toi, jeune, à n'importe quel âge, tu le dirais à qui ouais. spontanément? Je pense à mon coach quand je suis parti de Limoges. Je suis parti de Limoges moi assez jeune, j'avais 16 ans, 17 ans. Quand tu joues dans un des plus grands clubs français de l'histoire et que tu dis à tes parents que tu veux partir avec ton père qui est dirigeant dans le club, c'est pas super. Donc autant te dire qu'à l'époque ça a valu quelques dîners de famille qui sont partis en live. Et parce que moi en fait j'étais mis dans l'idée que le CSP allait pas forcément faire confiance à des jeunes et que peut-être pour moi ce serait mieux de partir, de voler mes propres ailes et d'essayer de trouver un projet un peu plus humble pour essayer de justement de pouvoir évoluer. Et donc je suis parti à Bordeaux pendant 2 ans pour finir mes années cadets et démarrer en professionnel, donc en National 1 à l'époque. Et il y avait un coach, le coach de National 1 qui s'appelait Tommy Davis. Qui était un coach américain hyper baraque et vraiment pour le coup la mentalité américaine, tu vois, avec vraiment allez les gars on joue, on se fait plaisir, mais tu vois il faisait confiance aux jeunes. Si tu fournissais sur le terrain, il te faisait jouer. Il y avait vraiment pas de passe droit, etc. entre les Mm. expérimentés, les jeunes, et qui du coup moi il m'a mis sur le terrain à 17-18 ans en National 1, donc à l'époque c'était en troisième division, donc c'est plutôt très bien. Et il m'a fait confiance et il m'a vraiment boosté en termes de prise de responsabilité, de prise de confiance. À l'époque, je jouais vraiment en plus comme si j'avais pas de limite, quoi, pas de frein. Et pour le coup, il a été un vrai booster de ma carrière parce que je pense que sans ces passages à Bordeaux, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. Donc, si vraiment lui, pour le coup, il a vraiment marqué ma carrière. J'étais avec lui pendant 2 ans seulement, mais ça a été un super coach.
Ok, bah écoute, le message est passé. Merci beaucoup Ouais, d'avoir pris le temps de cette interview dans ce cadre incroyable, quoi, ouais, qui est bah le écoute, train. tu vois, Franchement, tu vois, c'est ça doit être c'est pas marrant à mal, ça faire. change. Ça doit être marrant à faire. Faudrait Ouais, peut-être bah écoute, c'est tenter, cool. ouais, peut-être un deuxième épisode où je me mets dans un train, toi aussi, et puis on la retente, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On pourrait essayer ça. On pourrait Ouais, essayer. l'interview by Euh, SNCF, quoi. Ça peut pas. c'est ça, Ouais. exactement. Bon, C'est écoute, merci exactement. beaucoup, et puis je te souhaite une bonne continuation dans la suite de la saison et de Ouais, ta mais carrière, merci. quoi. Edouard Choquet n'est pas qu'un simple basketteur, pas qu'un simple professionnel. Edouard Choquet a des convictions qui l'honorent. Aider les autres, les accompagner, les laisser rêver. À travers ses projets, il nous montre une chose simple. On n'a pas besoin d'être connu, reconnu pour aider quelqu'un. Et puis comme le disait Pierre Rabhi, c'est en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands changements. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cet échange avec Edouard Choquet vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai énormément aimé la faire. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.